On parlait d'influence russe dans la région et on peut se demander si un nouveau pays ne va pas tomber dans l'escarcelle de l'influence de Moscou. Ce pays, c'est donc la Géorgie. Après des élections contestées, la présidente pro-européenne Salomé Zourabichvili a quitté le palais pour laisser, là vous le voyez à l'antenne, la place à un nouveau dirigeant beaucoup plus conciliant avec Moscou. Son nom, c'est Mikhail Kavelachvili. Poutine donc étend son influence, mais vous allez l'entendre, Salomé Zourabichvili souhaite, elle, continuer le combat. C'était ce matin. Il y a 6 ans, je vous ai prêté serment d'allégeance sur la Constitution. Et cette allégeance ne changera pas. Où que je sois, dans le palais présidentiel ou en dehors du palais, je sortirai d'ici pour vous rejoindre et je serai avec vous. La légitimité vient d'une seule source, et cette source, c'est vous. Et là où il n'y a pas la confiance du peuple, il n'y aura pas de légitimité. Et à cause de la parodie qui se passe ici au Parlement, nous avons 2 images différentes de la situation. Il y a des gens effrayés, corrompus, illégitimes, non reconnus et aigris. Voilà, donc l'ex-présidente de Géorgie ce matin, Salomé Zourabichvili, et donc le nouveau président, un ancien footballeur, d'ailleurs, il faut le dire, voilà, considéré comme extrême droite et très proche de Moscou. Le nouveau président, lui, il tente de sauver les meubles comme il peut. On va l'écouter. J'ai l'intention d'être le président de tout le monde, que l'on m'aime ou non. Mes efforts futurs seront orientés vers la consolidation et l'unification de la société. Indépendamment des opinions que les autres peuvent avoir sur diverses questions, nous devons nous efforcer de nous unir autour de notre patrie, des valeurs partagées, des principes de respect mutuel et de l'avenir que nous devons construire ensemble. Voilà, le nouveau président géorgien, Anne Kras, on l'a entendu, même si certains ne m'aiment pas. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Est-ce que la Géorgie, aujourd'hui, elle peut soit s'enflammer ou alors s'éteindre complètement et tomber, comme je le disais, dans le giron de Moscou? Écoutez, je crois que la situation est un peu plus compliquée sur le terrain qu'on a tendance à la décrire. Je crois qu'un de vos interlocuteurs précédents l'a déjà mentionné. Il faut toujours faire la différence entre la ville, Tbilissi en l'occurrence, et le reste de la Géorgie. Le reste de la Géorgie, largement rural, peu développé au regard de Tbilissi, semble avec sincérité vouloir ne pas couper les ponts avec la Russie. Pas seulement peut-être parce que tous ces liens historiques, évidemment, Staline étant géorgien au départ, mais aussi parce qu'elles ont jugé la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'ils ont vu que quand un pays qui était originellement dans la mouvance de la Russie, c'est-à-dire l'Ukraine, essaye de s'en retirer, qu'est-ce qui se passe? Il y a la guerre. Donc, ils sont entre deux, comme on dit en anglais, entre un mur et un rocher. C'est-à-dire, s'ils s'éloignent complètement de la Russie, à ce moment-là, il est possible que la Russie les envahisse carrément. Et s'ils s'éloignent trop de l'Union européenne ou du camp occidental, disons, pour le dire simplement, à ce moment-là, le camp occidental les sanctionnera, guerre économique, etc., etc. Donc c'est pas facile, et je crois qu'il faut quand même commencer à comprendre que dans ces pays-là, il y a des factions qui sont, si vous voulez, pro-russes, que ça nous plaise ou non, ça ne nous plaît pas, mais on comprend pourquoi ils le sont dans un sens, et que si on continue sans arrêt à essayer de les forcer dans une direction ou dans l'autre, ça ne peut que mal se terminer. Après la différence, on l'a pu le voir en Ukraine, on peut être pro-russe, pas forcément pro-Vladimir Poutine. Ouais, absolument, ouais, ça voilà. C'est sûr. Mais il y a aussi une autre chose que j'aimerais dire. Si on commence un petit peu partout à contester toutes les élections en disant cette élection a été volée, je suis bien, comment dirais-je, je suis bien persuadé qu'il y a eu des ingérences russes dans cette élection. J'étais pas là, mais je suis. C'est vrai. Mais ça me paraît quand même quelque chose de très dangereux si on commence à dire bon, l'élection, c'est moi qui l'ai gagnée, je vais pas m'en aller, je vais rester président. La première personne qui nous a fait ça, qui nous a fait le coup, c'est Monsieur Trump. Et ça se répand comme une traînée de poudre partout. C'est pas bon pour la démocratie nulle part, que ce soit en Géorgie, en Amérique, en France ou ailleurs. Voilà, même si là, vous l'avez dit, en effet, il y a une influence russe assez forte. Oui. Nadezhda Kutopova, c'est vrai que ce sont des images.
Quand on a vu les manifestations, quand on a vu aujourd'hui des pro-européens s'inquiéter pour l'avenir, on les a déjà vus, ces images, dans d'autres pays un peu plus tôt, dans les années 2000. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Géorgie, eh bien, c'est un pays, je repose ma question, qui peut s'éteindre aussi sous l'influence de Moscou. Au contraire, vous pensez que cette flamme, elle peut persévérer? Pour que la Russie s'occupe des affaires de la Russie, il faut que le petit pays qui les entoure résiste contre cette influence malfaisante, je dirais comme ça. J'ai plein d'admiration vers mes amis géorgiens parce que je participe souvent sur les manifs géorgiennes ici à Paris et on est vraiment liés avec cette communauté-là et leur courage, leur résistance et même a mentionné le Géorgie rural. Même les Géorgiens sont surpris que les gens des petites villes aussi sortent de la rue. Ils résistent pas à la Russie. Ils résistent pour la manière russe d'époque poutinienne à gérer par leur pays. Ça veut dire quoi la Russie d'aujourd'hui? C'est la corruption, c'est vol d'argent, c'est inégalité sociale, c'est absence de droits de l'homme. Et cette loi qui a été signée, loi d'agents étrangers, qui est totalement copie d'une loi russe, donc j'étais victime de cette loi. Alors, j'explique juste, c'est une loi qui empêche tout financement de l'étranger pour les ONG locales. Voilà. C'est pas empêchement de... Non, c'est pas ça. Ça veut dire que l'essentiel de cette loi-là empêchait les idées progressistes, oui, bien sûr. intervenir. Mais c'est vrai que les businessmen, les outils financiers du pays ne soutiennent pas ce type d'activité. Par exemple, moi, je défendais des gens des villes anciennes secrètes, les villes fermées. Ouais. Je recevais le financement étranger, mais j'avais le rapport totalement transparent. Et c'est qu'il veut empêcher avoir l'avis d'opposition, l'avis, je dirais, qui ne coïncide pas avec l'avis officiel, et ça, il fait. Mais j'espère que la Géorgie va résister. On ne sait pas, mais l'esprit de ce peuple nous donne l'espoir. Oui, alors, Jean-Antoine Duprat, on le voit de toute façon, aujourd'hui, on dit Vladimir Poutine en certaines difficultés, mais que politiquement... il a quand même des alliés, on le voit alors là en Géorgie, le pouvoir. On voit en Europe, même encore plus proche de nous, des gens comme Viktor Orban ou le président slovaque dont on a beaucoup parlé cette semaine parce qu'il proposait d'accueillir, lui, des pourparlers de paix, Robert Fico. On voit qu'il n'est pas totalement isolé, Vladimir Poutine, en Europe. Vladimir Poutine, il connaît bien le mode de fonctionnement. Il craint le mode de fonctionnement démocratique, mais il le connaît. Le mode de fonctionnement démocratique, il a des avantages, mais il a aussi des faiblesses. Et la faiblesse en particulier, c'est de permettre à toutes les opinions de s'exprimer, et même aux opinions télécommandées, téléguidées. Donc c'est ça un peu la problématique. Ce qu'on voit arriver aujourd'hui en Géorgie, Europe, parler de la Slovaquie, ce sont des mouvements classés plutôt à droite, même d'extrême droite, qui ont une sensibilité entre nationalistes, qui sont pour l'ordre, etc. Et Poutine, lui, voit qu'il a la possibilité de faire des convergences avec ce que son discours, sa logorée, et puis ce qui se dit dans ces partis-là. Et donc, l'influence se fait comme ça. Elle se fait aussi à travers, bien sûr, les réseaux sociaux. Et donc, vous avez toute une catégorie de l'opinion publique, mais en France aussi, d'ailleurs, il n'y a pas que dans ces pays-là. Et on voit la montée des pays extrémistes. Donc, c'est ça toute la difficulté. Et la difficulté, c'est que pour se défendre contre ça, nous, on a les moyens démocratiques. Alors que lui, il a en plus de ça la corruption, les pressions, les menaces, enfin tout le panel d'ailleurs de ce qui était l'influence que faisait notamment à travers le KGB, etc., qui redémarre aujourd'hui. Donc on est dans cette affaire-là et c'est très compliqué de se battre contre ça, mais c'est aussi très important parce que qu'est-ce qui se passe en Géorgie? Vous avez une grande partie de la population qui aspire à un modèle européen. Vous avez une autre partie qui est plus conservatrice, qui a peur, etc., qui est sensible à ce que dit Poutine sur la sécurité, sur l'Église également, l'Église orthodoxe russe qui vient là. Donc tout ça fait que ce qu'il faut, c'est s'expliquer, c'est faire des débats. Et la difficulté, effectivement, dans des pays qui se referment, c'est qu'on ne peut pas faire ces débats. Nous, on fait ces débats ici, mais les faire en Géorgie, c'est pas évident. Et quand vous avez des conflits, en plus derrière politiques, avec un allié puissant qui est la Russie derrière, qui va donner de l'argent ou des moyens à celui qui va vouloir être dans le sens de ses idées, c'est difficile parce qu'il va y avoir la répression qui va se faire contre les autres. Donc c'est ça qui est difficile. Mais notre atout à nous, c'est justement cette possibilité démocratique. Oui, Catherine Gentil, c'est ça qui est difficile. Alors c'est vrai que j'ai parlé là de Viktor Orban, j'ai parlé aujourd'hui aussi de
Robert Fico. Donc, on parle aujourd'hui de l'Europe de l'Est et notamment aussi, j'avais oublié bien sûr la Roumanie, ce qui s'est passé avec cette élection présidentielle annulée parce que des influenceurs, en fait, avaient été payés, on le pense, peut-être par la Russie pour favoriser un candidat pro-Kremlin. Donc, on voit aujourd'hui qu'il y a une véritable menace, entre guillemets, sur l'Europe. Mais je pense que ça, c'est une vraie victoire de Vladimir Poutine, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'il a réussi à instiller dans nos démocraties le fait qu'il y avait une ingérence russe aussitôt qu'il y avait des élections démocratiques qui se déroulaient. Et on en est arrivé à faire exactement ce qu'on reproche à des tas de pays à travers la planète, annuler des élections. C'est-à-dire qu'une élection qui était quand même démocratique, il y avait des observateurs qui ont dit qu'il n'y avait pas eu de tricherie spectaculaire, mais parce que justement on craint tellement ces ingérences russes, et comme effectivement c'était quelqu'un qui sortait de nulle part, qui d'un seul coup était arrivé en tête et qui avait quand même la spécificité d'être très pro-russe, on s'est dit annulons les élections. Ce qui est quand même exactement ce qu'on explique aux pays de ce qu'on appelait le tiers-monde avant, par exemple, de ne jamais faire. Et on en est arrivé à cette extrémité. Ça, franchement, pour Vladimir Poutine, c'est parfait parce qu'il peut dire, vous voyez, que tous leurs beaux discours sur la démocratie sont complètement faux puisque eux-mêmes annulent des élections. Maintenant, je pense qu'il y a aussi un élément qu'il faut absolument prendre en considération, c'est la peur de la guerre. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, par exemple, en Croatie, c'est l'élection présidentielle et sûrement va être maintenu au pouvoir un président qui n'a pas énormément de pouvoir, justement, c'est plutôt honorifique, mais qui est plutôt pro-russe, ultra-conservateur, et que dit-il ? On ne veut pas être entraîné dans la guerre. Ça a été la même chose en Moldavie, souvenez-vous, où les pro-russes ont fait un score assez remarquable. Vous avez parlé de Fico, Orban, etc. C'est-à-dire que je pense qu'en plus, là, on est un peu à la croisée des chemins parce que ces pays ont peur d'entrer en guerre contre la Russie. D'autant plus qu'on voit arriver une nouvelle fois le 20 janvier et Donald Trump au pouvoir, dont on sait qu'il risque d'arrêter l'aide à l'Ukraine. C'est pas sûr, mais ça peut arriver. Donc tous ces pays qui sont bien moins puissants que l'Ukraine, en plus, se disent mais si on se retrouve en guerre contre la Russie, déjà on veut pas le faire, mais en plus on risque d'être abandonné par les Occidentaux. Donc c'est aussi pour ça, je pense qu'en ce moment il y a une résurgence de ces partis ou de ces personnalités pro-russes, parce qu'elles se disent que finalement, est-ce que l'Occident nous soutiendra vraiment jusqu'au bout ?